Bonsoir à tous. Je vais vous parler de l'immigration après la guerre de 30 ans. Tout le monde sait que la guerre de 30 ans fut un désastre pour la Lorraine. Une fois la paix revenue, il fallut reconstruire et repeupler. On considère que la guerre de 30 ans en Europe débute en 1618 et se termine en 1648 avec le traité de Westphalie. Mais la guerre n'atteint la Lorraine qu'au début des années 1630. Elle ne s'achève qu'en 1661 par le traité de Vincennes. Ce sont les dates retenues par Philippe Martin dans son livre « Une guerre de 30 ans en Lorraine ». Et ce traité de Vincennes, il a été connu jusqu'à Ville-sur-Yonne, puisque le tabellion de Ville-sur-Yonne, Nicolas Jeanmaire, écrit sur la première page de son registre de minutes, janvier 1661, l'an de paix. On fait souvent référence aux ordonnances de Léopold qui facilitèrent l'installation des étrangers dans le duché. Mais bien avant que Léopold ne reprenne possession de ses États, en 1697, avant même qu'il ne soit né, des maçons étrangers travaillaient et s'étaient installés en Lorraine. Ce sont les recherches généalogiques qui me les ont fait connaître. En effet, ma mère m'avait toujours dit que l'ancêtre dont elle portait le nom était un Allemand. Elle le savait par sa mère. Un jour, le curé avait cité en chaire les 3 familles les plus anciennes du village. Il avait consulté les registres paroissiaux conservés au presbytère. Parmi ces 3 familles, il y avait la famille Salquèbre et le premier de ce nom, parrain en 1690, était désigné comme allemand. Ma grand-mère avait été furieuse. On la comprend, cela se passait pendant la Première Guerre mondiale. En fait, s'il parlait allemand, il n'était pas allemand, si tant est qu'on puisse parler d'allemand à la fin du XVIIe siècle. Il était originaire du Tyrol, comme l'indique son contrat de mariage daté du 4 juin 1691. De la Tyrol est-il écrit. Sa profession, maître maçon tailleur de pierre. Lors de la passation de ce contrat de mariage, Rodolphe Salzgebre est assisté de 7 maîtres maçons tailleurs de pierre, originaires du même pays, dont son frère et 2 cousins. Depuis que je m'y intéresse, j'ai recensé une 60aine de tailleurs de pierre tyroliens, principalement dans l'ouest des Vosges, ma région d'origine. Il y a, vous voyez mon village natal, Dombrol-Sec, on en trouve à Martigny, Saucourt, Marais. On en trouve aussi beaucoup autour de Remoncourt, Lanneville et tous ces villages-là. Il y a également autour de Beaufremont, je vous montre ces villages, ces noms, parce que vous les entendrez tout à l'heure. Roland Balck, qui habite en Moselle et avec qui je corresponds depuis 2008, a publié le résultat de ses recherches en 2010. 2252 Tyroliens immigrés en Alsace et en Lorraine, principalement entre 1680 et 1730. Au 1er janvier 2021, il en était à 2790. Et lorsque j'avais pris contact avec Roland Balck en 2008, il avait été très étonné de voir qu'il y avait autant de Tyroliens en Lorraine francophone. D'où viennent-ils ces Tyroliens? C'est dans les actes de mariage que l'on trouve le plus souvent l'indication de la localité d'origine. Encore faut-il pouvoir déchiffrer le nom écrit par le curé, d'après ce qu'il a entendu et plus ou moins compris. Voici une carte de l'Autriche d'aujourd'hui, et les Tyroliens dont j'ai pu localiser l'origine venaient de cette région la plus à l'ouest de l'Autriche, qui s'appelle le Vorarlberg. Et voilà donc un gros plan de cette région qui est limitrophe du lac de Constance. On a donc des villes qui sont dans la vallée. Schwarzenberg, qui comme son nom l'indique, est dans la montagne. Et au sud, une région qu'on appelle le Montafon, avec Bartholomäberg, Tschagguns, Schruns, St. Gallenkirch. On est en Autriche, la Suisse est à l'ouest, l'Allemagne au nord, et on a ici
la Suisse, toujours la Suisse. Les villages du sud appartiennent à l'évêché de Coire, Chur en Suisse allemande, et ceux du nord appartiennent à l'évêché de Constance. Le plus ancien document que j'ai trouvé date du 20 octobre 1680, le plus ancien document concernant des maçons tyroliens. Vous auriez pu le voir dans l'exposition, et si l'exposition est un jour ouverte, vous pourrez le voir. C'est une quittance pour des travaux exécutés à Urville par Jean Conseil, allemand de nation du pays de Tyrol, et son consort, c'est-à-dire son associé. Jean Conseil signe de son nom allemand, Hans Ratz, un patronyme présent à Schwarzenberg. Son consort, c'est Jacques Schnaff, demeurant à Strocourt, que vous avez dit tout à l'heure. Je passe un peu plus loin, donc Strocourt qui est ici. Jacques Schnaff fait sa marque. Vous la voyez ici. En allemand, son patronyme commençait certainement par SCH, un groupe de lettres qu'on ne connaît pas en français. Le groupe de lettres SCH est devenu CHE. On dit bien à cheval ce que l'on écrit CHEV. De même, le patronyme allemand de Petr Schwalk devait commencer par SCHW. Même chose pour Schwedinger, devenu Schwadinger. Johannes Schwedinger, originaire de Dornbin, s'est marié à Removille en 1739. Il est l'ancêtre de François Perrault. Schwalt évoluera en Sévalt. Tous les Sévaltes des Vosges ont comme ancêtre commun ce tailleur de pierre tyrolien établi à Dombreau dans les années 1690. Là, vous avez la marque de Jean-Jacques Salkèbre, cousin de Rodolphe, mon ancêtre, originaire comme lui de St. Gallenkirch et témoin à son mariage. Cette marque est celle de son testament en 1718. Pierre Somkel, ou Somkarl. En 1713, ils sont 4 maçons tailleurs de pierre qui passent marcher avec François Bidault, maître chirurgien, pour lui construire tout à neuf une maison en la grande rue de Darnay. 4 maçons dont 3 tyroliens, Pierre Somkel et les frères Jean et Christian Parger. Seul Jean signe de ses initiales, HB, pour Hans Barger, son nom allemand. Pierre Somkel a aussi signé de ses initiales son acte de mariage, BZK, pour Zumkeller. B pour son prénom, qui n'était donc pas Pierre. Il est originaire de Bartholoméberg et il épouse une fille de Cyprien Kessler. Cyprien Kessler, dont vous voyez la marque ici, Kessler en allemand avec un K. La lettre K n'étant guère en usage dans nos régions, elle a été remplacée par QU. Il est originaire de Schruns, où il a été baptisé en 1661. Il est installé à Sorocourt avant 1690. C'est le premier acte où il apparaît. Et je vous remontre là, je vous ai déjà nommé Bartholoméberg, Schruns, St. Gallenkirch. Et puis maintenant, on va avoir des immigrés de Chaguns. Et voici des signatures. Parce qu'il y a des immigrés qui savent signer leur nom. La difficulté, c'est de déchiffrer ces signatures. Elles sont faciles à repérer dans les actes, dans tous les documents. Là, vous avez la signature de Evaristus Bertel, qui est originaire de Chaguns. Chacon, écrit le curé de Strocourt, ou Chacon, avec un CH. Son nom sera francisé en Ève Berthelly. Joseph Zingerle est lui aussi originaire de Chaguns, et cette fois le curé a écrit Ja avec un J, Jacob. Son patronyme est devenu Saint-Grelin. En 1717, il épouse une fille de Christiane Noël, ou Noll, un immigré de la génération précédente. Le curé écrit Christiane avec un E,
C'est la prononciation allemande du Christian. Il y a toujours une famille Saint-Grelin à Strocourt. Là, vous avez la signature de mon ancêtre, Rudolf Salzgeber, devenu Rodolphe Salzgeber. Il y a toujours des Salzgeber à Dombron. À Remoncourt et alentour, les noms des tailleurs de pierre venus de Schwarzenberg sont généralement traduits, de même que le curé n'écrit jamais Schwarzenberg, mais Noirmontagne. Heinrich Braun, dont vous voyez la signature ici, est devenu Henri Brun. Schmidt devient Marshall. André Kraft devient André Faure. Gaspard Pierre de Feu, qui se marie à Bazoilles en 1722, est un Feuerstein. En Alsace germanophone, les Feuerstein demeurent Feuerstein. L'un d'eux, originaire de Schwarzenberg, émigrera en Amérique et son nom deviendra Firestone. Un de ses descendants fondera une célèbre entreprise de pneumatiques. C'était une parenthèse. À Strocourt, un autre Gaspard Feuerstein est devenu Frustin. Hans Metzler, marié à Étrennes en 1720, devient Jean Missler. C'est une déformation du nom allemand, ce n'est pas une traduction. Jean Missler est l'ancêtre de Jean-Charles. Mais à Châtenois, un autre Franz Metzler, marié en 1736, garde son patronyme allemand. Quant à Andreas Berchtold, dont vous voyez la signature, il est installé marié à la Neuville-sous-Montfort, il devient André Pastor. Il n'y a pas grand-chose de commun entre le nom allemand et le nom français, si ce n'est la syllabe TO, et puis la lettre initiale, puisque le B est devenu un P, comme tout à l'heure, avec Barger, il devenait Barger. Il signe de nombreux actes tout au long de sa vie, de cette façon-là. Il n'adoptera jamais la signature Pastor. Ses enfants, bien sûr, qui s'appellent Pastor, signeront Pastor. Les patronymes peuvent varier au fil des années. À Hellé, Jacob Koenig est appelé Kinnick, Kunik, et puis le roi. Georg Oberhauser, d'abord haute maison, voit son nom réduit à Ober, qui s'écrit finalement Aubert, A-U-B-E-R-T. Henri Brun, dont j'ai vu la signature très souvent, c'est un personnage. Il se marie à Remoncourt le 25 novembre 1692. Le mariage est célébré après lecture de la permission de Monseigneur l'official, au bas de laquelle est l'acte d'affirmation des témoins qui ont déclaré que le dit Brun est de la religion catholique, apostolique et romaine, garçon libre non marié, non engagé dans les armées. Il est, écrit le curé, âgé de 28 ans, résidant dans ce diocèse, c'est le diocèse de Toul, depuis 16 ou 17 ans. En réalité, il a été baptisé à Oberkalberg, paroisse de Schwarzenberg, le 9 février 1661. Il a donc 31 ans et serait arrivé vers 1675, à l'âge de 15 ans, probablement en compagnie de son frère aîné, qui a 2 ans de plus que lui. Car ils sont 4 frères bruns qui s'installent dans la plaine des Vosges. On rencontre Henri Brun un peu partout, parrain chez l'un, témoin de mariage chez l'autre, témoin d'un acte notarié à Hellé, Monturol-Sec, Bazoilles, Agnéville, Médonville. Il a dû jouer un rôle particulier dans cette émigration des tailleurs de pierre de Noirmontagne. Qu'ont-ils construit ou reconstruit ces Tyroliens? Les marchés que l'on trouve dans les archives ne correspondent évidemment qu'à une infime partie de leurs travaux. En plus des maisons rétablies ou construites tout à neuf, ils ont travaillé dans les églises. Ainsi, à Darney, des maçons tyroliens ont reconstruit le pan de la tour du clocher du côté des fossés, avec une porte pour aller au-dessus des voûtes de l'église, 2 arcs-boutants aux 2 angles de la dite tour du côté du jardin de la cuve. À Beaufremont, les frères Gaspard et Joseph Reit entreprennent de construire une voûte dans la nef de l'église. Les arêtes seront en pierre du pays, et comme la pierre du pays est trop lourde, les voûtins seront en tuf.
Malheureusement, au moment du décintrage, la voûte s'effondre. Il faut d'abord vider la nef, puis entreprendre la reconstruction en fonction du marché qui a été passé. Or, un des deux frères, Joseph, refuse. Il a un bon argument, il n'a pas signé le marché. Seul Gaspard l'a signé. Gaspard assigne son frère en justice et produit tous les marchés que les deux frères ont passés. Ce qui nous permet aujourd'hui de lire ce dossier dans les archives de la baronnie de Beaufremont. J'avais parlé de ces Tyroliens au JEV de la Marche en 2017. Les actes sont parus l'année suivante. Un habitant de Vittel les a achetés et m'a contacté. Son père et son oncle savaient qu'ils avaient un ancêtre venu du Tyrol à pied, en sabots, un certain Gaspard, c'était son patronyme, qui s'était établi à Martigny. Or, son nom figurait dans mon article. L'oncle de Didier lui avait souvent dit « J'aimerais bien savoir d'où il venait exactement ». Je n'ai pas eu de difficulté à trouver l'acte de baptême de ce Valentin Gaspard le 6 novembre 1739 dans le registre paroissial de St. Malheureusement, l'oncle était décédé un an plus tôt. Peut-être y a-t-il d'autres familles dans lesquelles le souvenir d'un ancêtre tyrolien est ainsi conservé. Permettez-moi de boire un peu. À ce recours, j'ai trouvé mention de 13 maçons tyroliens. Mais le 5 novembre 1697, Jean-Baptiste Victor, qui épouse Élisabeth Aubertin, est dit originaire de Remois, en milanois, diocèse de Novara, Novara en italien, aujourd'hui Rima di Giuseppe, dans la vallée de la Valsesia, d'où sont venus nombre de tailleurs de pierre et autres artisans, en italien. Et vous voyez sur cette carte, sur la carte d'Italie, cette petite région qui s'appelle la Valsesia est une carte des principaux villages de la Valsesia. La Valsesia, comme le Tyrol, est une région montagneuse dont les productions agricoles sont limitées, d'où l'immigration. On dit que les migrants ressentaient un fort sentiment d'appartenance à une communauté et plus qu'à un village d'origine, c'est à la Valsesia qu'ils se sentaient appartenir. En 1684, décède à Épinal un tailleur de pierre, natif d'Atania, diocèse de Valdesia, évêché de Novare. Bien sûr, le mot diocèse est erroné. À Girmont, en 1714, décède un maître architecte de Valdesia, diocèse de Novare, duché de Milan. Dans l'ouest des Vosges, outre Jean-Baptiste Victor, Jean-Baptiste d'Église, originaire de Riva, ça doit être ce village-là, voilà ces trois villages. Raphaël Tassin, qui a étudié les maçons italiens dans l'est des Vosges, connaît cette famille, dont le patronyme italien était Della Chiesa. Jean-Baptiste d'Église se mariait 3 fois. En 1717 à Landaville, en 1723 à Strocourt, en 1744 à Don Julien. En 1727, un enfant lui naît à Dombreau et l'acte de baptême précise qu'il est architecte de monsieur le maréchal de Bouzet. Et je me demande si ça pourrait être lui qui a construit le bel escalier du château. Jean-Baptiste d'Église, comme Jean-Baptiste Victor, signent leur nom en français. Mais la Valsesia n'est pas la seule région d'Italie d'où sont venus des maçons. À preuve, Mathis Ambroise, originaire de Suse, en Lombardie, donc c'est dans la région de Turin, on va placer Suse ici, tout près de la frontière, puisque Suse n'était pas loin du col du Mont-Cenis par lequel on accède toujours à la vallée de la Maurienne en Savoie. Ce Mathis Ambroise ou Ambrosio passe marché pour la construction d'une somptueuse maison à Dompierre en 1685. Il réside alors à Remiremont.
et il serait intéressant de savoir ce qu'il y a construit. En cette fin du XVIIe siècle, même les tabellions ont des notions de géographie assez floues. Un document de l'exposition, un acte notarié passé en 1683, concerne deux frères originaires de Vénier, un lieu que je n'ai pas pu identifier. Le tabellion précise Italie-Suisse, mais ce n'est pas vraiment une précision. Ils sont tous deux maîtres maçons et s'appellent Zamaron. L'un habite Épinal, l'autre Jorset, où il a toujours des descendants qui portent le nom Zamaron. Je vous ai parlé de Jacques Schnarf et vous avez vu sa marque. Dans un acte du 5 avril 1684, il est appelé Schnarr. C'est une finale vosgienne que j'ai retrouvée aussi dans Kaslar pour Kessler ou Krebar pour Gruber. Et il passe un marché avec Léonard Bariola. Ce Léonard Bariola est un des nombreux maçons limousins qui sont venus travailler dans notre région. Cette carte est celle de la carte de France des régions d'avant la réforme de 2014. Voilà la région Limousin et voilà les trois départements qui constituaient cette région du Limousin, la Creuse, la Corrèze et la Haute-Vienne. Saint-Léonard est le patron du Limousin, de même que Saint-Nicolas est le patron de la Lorraine. À Saint-Léonard de Noblat, dont les gens de ma génération ont entendu le nom, parce que c'était la ville de Raymond Poulidor, il y eut un pèlerinage fort connu, d'autant plus qu'il se trouvait sur un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, la voie de Vézelay. Au cours de mes recherches, j'ai rassemblé une soixantaine de noms de maçons originaires de cette région, dont le tiers se prénomme Léonard. J'en ai deux dans mon ascendance, dont Léonard Guilleret, fils de Léonard Guilleret et frère de Léonard Guilleret. On distinguait les deux frères, celui qui s'était marié à Removille et l'autre qui s'était marié à Beaucourt, par un surnom, la pierre pour l'un et la rose pour l'autre. Dans le registre paroissial de Beaucourt, en 1664, on peut lire l'acte de sépulture de Maître Léonard, maître maçon travaillant chez Louis Testard. Pas de patronyme. Le prénom dit son origine. Ces maçons sont des Français, donc des étrangers pour les Lorrains. Étrangers et limousins de nation, trouve-t-on parfois dans les documents. Ils sont arrivés avant les Tyroliens, peu après le traité de Vincennes en 1661, l'an de paix. En effet, le premier acte de mariage que j'ai trouvé est du 19 octobre 1662. Antoine Guillot, du pays de la Marche proche Limoges, a épousé Élove Jacot de Brancourt dans la chapelle de Gerbonvaux. L'acte se trouve dans le registre paroissial de Brancourt, aujourd'hui commune de Soulos-Saint-Élove. Le second que j'ai trouvé est celui de Sylvestre Joigny de Boucheresse, qui épouse à Bugnéville, le 1er juillet 1663, Anne Barbier. Boucheresse est dans la Creuse. Un de leurs fils, prénommé Fiacre, sera lui aussi maçon. Fiacre, un prénom du Limousin. Sur les 14 noms de paroisses que j'ai relevés, 9 se trouvent dans la Creuse, 1 en Haute-Vienne et 2 en Corrèze. L'Aplot, en Corrèze, est le lieu d'origine de Léonard Vallée, qui, en 1665, passe marché avec Salomon de Gramont pour la construction d'un nouveau four à fer vert à Lichecourt. Le document est exposé. De Laplot sont aussi originaires Jean Salme, avec un E, qui se marie à Grand en 1702 et qui a une nombreuse descendance dans les Vosges et départements limitrophes, et Léonard Lefort, qui se marie à Bugnéville en 1712. Mais souvent, on lit seulement, sans d'autres précisions de lieu, maçon de la Haute Marche ou maçon limousin. Cette carte m'a été envoyée par M. Lelache de l'association des maçons de la Creuse
et elle présente au centre de ce département de la Creuse, la région qu'on appelle la Haute-Marche, mais qui bien entendu débordait sur les départements voisins. Il m'avait envoyé d'autres cartes que j'ai trouvées très complexes, trop complexes pour mon propos. Léonard Guilleret, en 1685, travaille avec Léonard Cusneau et qui a comme surnom, c'est Léonard Cusneau, la Marche, le plus simple des surnoms. J'ai trouvé 18 actes de mariage dans les registres paroissiaux et 5 contrats de mariage dans les minutes notariales. En 1717, Léonard Mosmy, tailleur de pierre originaire de la Noaille, dans la Creuse, se marie à Charmois-l'Orgueilleux. Il est assisté d'autres tailleurs de pierre, parmi lesquels Jean et François les Fontbaron. Fontbaron est un patronyme bien connu dans la Vosges, et même du côté de Saint-Dié. Le contrat de mariage de Léonard Nourrisseau à Remoncourt en 1666 est suivi d'une attestation. Ses amis attestent qu'il n'est ni fiancé ni marié. C'est un peu plus simple que pour Henri Brun. Et ils promettent de rapporter une attestation écrite du curé la première fois qu'ils retourneront au pays. Car évidemment, le lien n'est pas rompu avec la région d'origine. Ainsi, en 1684, Léonard Bariola s'engage à fournir 5 hommes à Jacques Chenard, qui lui donnera un écu blanc par jour. C'est ce que l'on appelait un marchandage. Engagement conclu depuis le jour de la passation de l'acte, le 5 avril, jusqu'au 1er novembre. Cependant, eu égard au temps nécessaire pour qu'ils arrivent, 12 jours seront rabattus sur le marché. Faut-il en conclure qu'il fallait 12 jours pour retourner en haute marche, engager des maçons et revenir en Lorraine? Un autre marchandage apparaît dans un acte plus récent. Léonard Meuniot s'est marié à Vittel en 1665. En 1691, il s'associe avec Michel Quérac de Norrois. Le dit Léonard Meuniot fera travailler son fils Joseph avec lui et le dit Quérac fournira aussi un homme qu'il a marchandé, appelé François. François sans patronyme. Le nom Meuniot est toujours porté à Vittel. 2 marchés passés par Léonard Meuniot. À la demande des habitants du Grand Banc de Vittel, il doit raccommoder de maçonnerie une brèche qui menace d'être faite en l'église du Grand Banc, c'est l'église Saint-Rémy de Vittel. Il passe aussi marché avec haut et puissant seigneur messire Henri Gaspard, comte de Lignéville, Tumjus, Ouéco, etc., pour remonter une muraille au château, déplacer une cheminée, des fenêtres, un marché important. Léonard Nourrisseau, lui, reçoit en 1677 25 francs de la fabrique pour avoir raccommodé la croix qui se trouve au mi-temps de Lanneville-sous-Montfort. Je suis allée à Lanneville, j'y ai vu une croix dont le croisillon est moderne, mais le fut ancien. Sur la carte des Naudins, une croix figure à l'emplacement de cette croix que j'ai vue la dernière fois où je suis allée à Lanneville. Mais je ne jurerai pas qu'il s'agit de la croix que Léonard Nourrisseau a raccommodée. Beaucoup plus rare que les marchés ou les contrats de mariage, un testament, celui de Mathieu Denis, en 1673. Il vit alors à Étrennes, où il vient de construire ou reconstruire la maison de cuivre. Il a des débiteurs dans 8 villages, jusqu'à Girmont, près d'Épinal, est-il précisé, où le curé lui donne l'argent, et à Grémy-Fontaine, commune de la Chapelle-aux-Bois. Mathieu Denis signe son nom. C'est le seul des 60 maçons originaires de cette région qui signe son nom. Léonard Meuniot signe avec ses initiales LM. Les autres ne font que des marques très simples. Pour Léonard Guilleret, sa marque est une équerre.
Aux archives départementales de Nancy, dans les documents de la Chambre des comptes de Lorraine, j'ai découvert un document qui laisse percevoir l'existence d'une communauté de maçons limousins. La maîtrise des maçons de Darney appartient à son Altesse. Tout ouvrier qui travaille de la ligne de l'Escar dans la prévôté de Darney doit 10 francs à son Altesse. Or, en 1664, des maçons limousins ont refusé de payer et ils en ont appelé à la Chambre. Ils ont été renvoyés au sens de déclarés non coupables. Le receveur s'en plaint. C'est une perte pour son Altesse. Et il révèle que les maçons limousins préfèrent prendre la maîtrise dans des justices particulières, comme à Ville-sur-Yon. Plus anecdotique, un autre document découvert à Nancy fait état d'une rixe entre maçons limousins à Châtenois en 1667. 2 maçons limousins en ont agressé un troisième, et de plus, ils ont battu et outragé les gardes qui avaient voulu rétablir l'ordre. À partir de 1766 et du rattachement de la Lorraine à la France, les Limousins ne seront plus des étrangers. Mais les Savoyards, eux, furent des étrangers pour les Français et bien sûr pour les Lorrains, jusqu'à l'annexion, ou si vous préférez, le rattachement de 1860. Dans l'exposition, vous auriez pu voir un acte passé par Jean-Claude Fèvre, originaire du Mourillon, le 16 avril 1687. Jean-Claude Fèvre a construit un chauffe-four, autrement dit un four à chaud, à Dompère, et il doit au sergent du domaine 95 francs pour charroi de bois et de pierre et fournitures de pain et de viande. J'aurais bien aimé trouver le marché qui a été passé. Habituellement, comme à Lichecourt, le commanditaire fournit les matériaux et la nourriture. Voici la carte des deux Savoies, des deux départements de la Savoie, et la carte de la Haute-Savoie. Les maçons savoyards viennent de la vallée du Gif, en particulier de Samoin, dont le nom est décrit de diverses façons et même parfois chamois. Samoin est connu encore aujourd'hui pour ses maçons tailleurs de pierre, puisque la confrérie qui a été créée dès 1659 subsiste encore aujourd'hui sous la forme d'une association. Ces maçons parlaient même entre eux un langage particulier, le mourbet. Je les ai surtout trouvés à Mirecourt, ou autour de Mirecourt, à Charmes ou dans les environs de Charmes, Upsy, Brantigny, Évaux, Florémont, Porcieux. Très loin de ce secteur, Morizécourt, où se marient Jean le Grand en 1688 et François Amoudru en 1690. Dans un acte passé à Dombreau en 1715, François Amoudru est appelé Maudru. Ce nom, on le connaît. Jean-Antoine Maudru fut l'évêque constitutionnel du département pendant la Révolution. J'ai trouvé un contrat de mariage, un seul, d'un maçon originaire de Samoin, celui de Pierre Dunoyer à Mirecourt en 1668. Il épouse la veuve de Joseph Renaud, autre maçon savoyard, et il a comme témoin 3 maçons savoyards. C'est toujours la même situation, avec pour témoin des maçons originaires de la même région. Vous trouvez aussi un testament, celui de Nicolas Jourdan à Mirecourt en 1670. Claude Alix était natif de Samoin. En 1738, son petit-fils, prénommé Claude lui aussi, épouse Jeanne Guilleret, petite fille d'Antoine Guilleret, tailleur de pierre, très probablement originaire du Limousin. Avaient-ils conscience l'un et l'autre d'être des descendants de maçons étrangers, ou bien se sentaient-ils lorrains? Une question sans réponse. J'aurais bien aimé trouver une marque d'un de ces maçons sur une maison ou une église de notre région. La clé de l'arc de grange que je vous montre ici est anachronique par rapport à mon propos, puisque ce tailleur de pierre l'a gravée en 1777. Elle se trouve à Paray-sous-Montfort, cette clé.
H.G., qui s'appelait Idulphe Guillaume, et il était l'époux de Catherine Aubriot. Elle est vraiment très belle. Tous les Tyroliens et tous les Limousins que j'ai rencontrés dans les documents sont maçons. Mais tous les Savoyards ne le sont pas, loin de là. Il faut se défaire de l'image du petit ramoneur savoyard et de sa boîte à marmotte. Les Savoyards qui parcourent notre région, et pour certains s'y installent, exercent différents métiers. Beaucoup sont marchands, soit merciers, c'est-à-dire colporteurs, porteurs de balles, soit marchands magasiniers, c'est-à-dire grossistes. Par exemple, Pierre Merel, dont l'inventaire après décès est établi à Mirecourt en 1706. Un inventaire de 154 pages. D'autres sont façonneurs de chanvre, on dit aussi chanvier. Une fois le chanvre récolté, rouillé, séché, il faut en extraire la fibre en la débarrassant des parties ligneuses, qu'on appelle quillées. Et les chanviers de Savoie faisaient cela. On trouve aussi 2 horlogers qui avaient dû travailler pour Genève dans leur région d'origine. Des domestiques, servantes, pâtres. Certains n'ont pas de patronyme, comme cette Anne-Marie qui, en 1702, accouche en passant à Remoncourt, ou Pierre, valet, qui décède à Saint-Laurent, paroisse du Riménil, en 1690. Au cours de mes recherches, environ 200 Savoyards recensés, je n'ai trouvé qu'une seule mention de ramoneur. Dans les comptes de la ville d'Épinal, où l'on peut lire que, en 1664, 2 francs ont été donnés à un Savoyard qui a ramoné les cheminées des corps de garde et celles du fourneau du poêle de la maison du vide. Il n'a pas de nom, ce Savoyard, seul compte sa fonction. Par ailleurs, dans un article des Cahiers du pays de Remiremont de février 2019, Michel Claudel nous apprend qu'en 1731, la ville de Remiremont engage un ramoneur, Noël Blancpain, qui devra vérifier 2 fois par an les cheminées de la ville. Ce ramoneur pourra continuer à résider en Savoie. Pendant une centaine d'années, la ville de Remiremont passera de tels contrats et certains ramoneurs s'installeront à Remiremont et y feront souche. Épinal et Remiremont sont des villes. Mes recherches ont porté sur les villages. Voilà une carte de la Savoie. Les marchands venaient surtout de la vallée de la Tarentaise, évêché de Moutier. J'ai mis Val d'Isère parce que ça peut être un repère, mais c'était dans Bourg-Saint-Maurice et généralement le point ultime de la vallée. Les Merel, Alisans, Anxionnat, Fatet, Pichol sont venus de la Tarentaise et ces noms sont toujours aujourd'hui portés dans les Vosges. Autre région, la Maurienne, l'évêché de Saint-Jean-de-Maurienne et la ville de Valloire. Les marchands sont venus, mais surtout les chanviers. Rapin, Rolle, Roche, Rambaud, Retournard, Rogerat, Cornu sont des noms de Savoyards venus de Valloire et qui sont encore aujourd'hui portés dans les Vosges. J'ajoute Martin, même s'il y a des Martins un peu partout. Ces Savoyards qui ne sont pas maçons ont aussi, à leur façon, contribué à reconstruire et repeupler notre région. En Lorraine comme en France, les biens des étrangers morts sans héritier revenaient au seigneur ou au roi ou au duc de Lorraine, ce que l'on appelait le droit d'aubaine. Pour l'éviter, les étrangers pouvaient demander des lettres de naturalité. Ce qu'ont fait en 1739 Jean Brun, originaire de Pézé en Tarentaise et établi à Monturieu-sur-Saône, Pierre et Jacques Martin, originaires de Valloire, établis à Vittel. Ces lettres de naturalité sont conservées dans la série B aux archives départementales de Meurthe-et-Moselle. Un article de Gilbert et Chantal Mestre
paru dans Généalogie Lorraine en 1992, cite un certain nombre de Savoyards qui ont obtenu des lettres de naturalité. Des Limousins et des Tyroliens en ont-ils obtenu? Je l'ignore, et j'ignore quel contrôle était exercé. En 1718, François Marchal, tabellion à Dombreau, rédige le testament de Jean-Jacques Salquèvre, maître tailleur de pierre, cousin de Rodolphe. Le testateur répartit ses biens de Dombreau en messes et donations à sa cousine, la veuve Rodolphe, qui le soigne. Quant à ses biens du pays, ils seront partagés entre ses deux frères et sa sœur. Une copie est faite pour être envoyée en Allemagne. Autre preuve que le lien n'est pas rompu avec le pays d'origine. Élargissons encore. D'autres étrangers sont venus en Lorraine. Des Dauphinois, qu'il s'agisse des marchands grossistes de la Salle, comme Jacques Monnier à Mirecourt, ou des défricheurs dauphinois comme ceux qui, en 1705, déclarent devant le notaire de Dombreau avoir bien été payés pour avoir déchiffré un champ. Un Poitevin, originaire de Châtellerault, se marie à Vicheray en 1686. Des marqueurs suisses. En 1676, Antoine André, marqueur à Removille, vraisemblablement originaire de la région de la Gruyère, achète un pâtureau, c'est-à-dire un pré, pour 220 francs et un fromage de presse de 14 ou 15 livres. Les Auvergnats, scieurs de long, on disait aussi scieurs de planches. Les Allemands, et je reviens à mon point de départ, dont Andreas Wolpert, originaire du Württemberg, de Freistadt, écrit le curé, c'était plutôt Freudenstadt, marié en premières noces à Mirecourt en 1672, converti à la foi par le sieur curé. Je comprends qu'il était protestant et qu'il a abjuré, même si le mot abjuration n'est pas employé. En secondes noces, il se marie à Vittel, où il fait fortune. Sa belle signature apparaît dans quantité d'actes notariés. Son nom d'origine a été francisé en Wilper. Longtemps, je me suis crue vosgienne à 99%. Le 1% restant était cet Allemand dont me parlait ma mère. Finalement, je me suis trouvé 7 ancêtres tyroliens, 2 Limousins, 3 Savoyards, un Auvergnat, probablement 1 ou 2 Suisses et des Dauphinois. Tous immigrés après la guerre de 30 ans, tous sauf un avant 1700. Ce qui m'amène à penser que nous sommes tous des descendants d'immigrés. Les outils que vous pouvez voir sur ce bloc de grès appartiennent à Bruno Gérard. Bruno Gérard est originaire de Châtenois et il est tailleur de pierre à Saulcy-sur-Meurthe. Il est le descendant à la 9e génération des Petroschwalt qui s'est installé à Dombreau dans les années 1690. Je vous remercie.